Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans la Grèce de l'entre-deux-guerres. Des collines boisées d'Attique. Un monastère blanc perché dans les pins. Des femmes qui prient, qui jeûnent, qui se flagellent. Et au centre de tout une abbesse en habit noir dont le regard brûle d'une conviction absolue. Mariam Soulakiotis se disait servante de Dieu. Elle amassait des fortunes. Elle torturait ses novices. Elle laissait les malades mourir sans médecin. La presse grecque l'appellera la femme Raspoutine. Les autorités l'accuseront de 177 morts. Et aujourd'hui encore, dans ce monastère qui continue d'exister, certaines nonnes la vénèrent comme une sainte. Comment une ancienne ouvrière d'usine est-elle devenue l'abbesse la plus redoutée de Grèce? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. La Grèce de 1923 est un pays en rupture. Le désastre d'Asie mineure vient de bouleverser l'équilibre du pays. Des centaines de milliers de réfugiés arrivent sur le territoire grec après avoir été expulsés d'Anatolie. Des familles entières sont déracinées. Des villes sont vidées de leurs habitants. Le pays doit se reconstruire. Et dans ce contexte, la religion occupe une place centrale. Pas seulement comme pratique spirituelle. Comme repère. Un cadre stable dans un moment où tout vacille. C'est à ce moment précis qu'intervient une réforme importante. En 1923, l'Église orthodoxe grecque adopte un calendrier révisé, afin de s'aligner sur une partie du monde chrétien. Cette décision, en apparence technique, provoque une rupture. Une partie des fidèles refuse ce changement. Pour eux, il ne s'agit pas d'un simple ajustement, mais d'une altération de la tradition. Une première concession. Et peut-être le début d'autres transformations. De cette opposition naît un mouvement. Celui des vieux calendaristes. Un ensemble de groupes qui rejettent la réforme et revendiquent le maintien des pratiques anciennes. Parmi eux, certaines branches adoptent des positions plus radicales. Elles s'éloignent non seulement de l'Église officielle, mais aussi des autres groupes dissidents. C'est dans ce contexte de fragmentation religieuse que de nouvelles figures apparaissent. Des prêtres, des moines, des communautés indépendantes, des structures qui fonctionnent en marge des institutions reconnues. Dans ces espaces, l'autorité repose moins sur une hiérarchie officielle, et davantage sur la personnalité de ceux qui dirigent. Le cadre est plus souple, mais aussi plus vulnérable, parce qu'il repose sur la confiance, et sur la foi. C'est dans l'un de ces mouvements que va émerger une figure. Une femme issue d'un milieu modeste. Sans formation théologique reconnue. Sans position officielle dans l'Église. Elle s'appelle Marina Soulakiotou. Elle prendra un autre nom. Mère Mariam. Et dans les années qui suivent, elle va s'imposer au centre d'une communauté religieuse, dont le fonctionnement s'éloignera progressivement de ce qu'elle prétend incarner. Avant de devenir Mère Mariam, elle s'appelle Marina Soulakiotou. Les informations sur ses premières années restent limitées. Les sources indiquent qu'elle est née vers 1883, probablement dans une région rurale de Grèce, possiblement dans le Péloponnèse. Elle grandit dans un milieu modeste. Comme beaucoup de femmes de son époque, son horizon est restreint. Le travail agricole. Les tâches domestiques. Puis, dans certains cas, l'emploi en atelier ou en usine textile. Plusieurs récits évoquent ce type de parcours. Mais les détails précis de sa jeunesse ne sont pas entièrement documentés. Ce point est important, parce qu'il empêche de construire une trajectoire trop nette. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est qu'elle appartient à une génération de femmes pour lesquelles les possibilités sont limitées. Peu d'accès à l'éducation. Peu de mobilité sociale. Peu d'espace pour s'affirmer en dehors du cadre familial ou religieux. Dans ce contexte, l'entrée dans une communauté religieuse peut représenter une forme d'élévation. Un changement de statut. Une reconnaissance. Une place. À un moment donné de sa vie, Marina Soulakiotou rencontre un moine. Mathieu Karpatakis. Une figure associée au mouvement vieux calendariste. Les circonstances précises de leur rencontre ne sont pas entièrement établies. Mais il est admis qu'elle rejoint la communauté qui l'encadre. Cette décision marque une rupture. Elle quitte son environnement d'origine. Elle s'inscrit dans une structure religieuse dissidente.
Et elle adopte un nouveau rôle. Dans ce cadre, elle prend le nom de Mariam. Elle participe à la vie du couvent. Elle s'implique. Et progressivement, elle accède à des responsabilités. Les sources indiquent qu'elle devient abbesse, notamment dans un contexte où l'autorité du fondateur décline avec le temps. Mais là encore, les détails exacts de cette transition restent partiels. Ce que l'on peut observer, en revanche, c'est le résultat. Une femme issue d'un milieu modeste, qui se retrouve à la tête d'une communauté religieuse, avec une autorité reconnue, avec un pouvoir réel sur celles qui la rejoignent. À ce stade, rien ne permet encore d'anticiper ce que cette position va devenir. Aucune rupture visible. Aucun événement clairement identifié. Seulement une trajectoire. Une progression. Et un cadre dans lequel l'autorité repose largement sur la confiance et sur la foi. À la fin des années 1920, une propriété est acquise en Attique, entre la région de Keratea et la côte. Les documents disponibles indiquent qu'elle est liée au cercle religieux formé autour de Mathieu Karpatakis et de Mariam Soulakiotou. Sur ce terrain, une communauté s'organise. Un monastère est fondé. Son nom est associé à la Vierge, dans la tradition orthodoxe. L'emplacement n'est pas anodin. Une colline, entourée de pins, à distance des centres urbains, mais suffisamment proche d'Athènes pour rester accessible. Un lieu isolé, sans être inaccessible. De l'extérieur, rien ne distingue particulièrement cet endroit. Une architecture simple. Des bâtiments blancs, typiques des constructions religieuses grecques. Un espace fermé, organisé autour de la vie monastique. Pour celles qui s'y rendent, le lieu correspond à une attente. Un espace de retrait, de prière, de silence. Une alternative à la vie ordinaire. Le monastère attire progressivement des femmes. Certaines viennent pour s'engager dans une vie religieuse. D'autres pour se retirer temporairement. D'autres encore pour chercher un cadre spirituel dans un moment de difficulté. Au fil du temps, un autre type de profil apparaît. Des personnes malades. Notamment atteintes de pathologies graves, pour lesquelles les possibilités de traitement restent limitées à cette époque. Le monastère est alors présenté comme un lieu de prière, mais aussi comme un espace où la foi peut jouer un rôle dans la guérison. Ce point est important, parce qu'il ne repose pas sur une rupture immédiate, mais sur une continuité. Dans de nombreuses traditions religieuses, la prière est associée à la guérison. Ce que propose le monastère s'inscrit, au départ, dans cette logique. Mais dans ce cadre, certaines règles s'installent. La vie est encadrée. Les contacts avec l'extérieur peuvent être limités. Les pratiques religieuses sont strictes. L'autorité est centralisée. Mariam, en tant qu'abbesse, occupe une position centrale. Elle organise. Elle supervise. Elle dirige la communauté. À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pas de décrire précisément le fonctionnement interne dans ses détails. Mais ils montrent une évolution. Un lieu de retraite, qui devient progressivement un espace fermé. Un cadre religieux, qui se structure autour d'une autorité forte. Et une communauté, dont les règles s'éloignent peu à peu de celles des institutions reconnues. Cette transformation ne se fait pas en une seule étape. Elle est progressive. Et c'est précisément ce qui la rend difficile à percevoir, pour celles qui la vivent. À mesure que le monastère se développe, son organisation évolue. Les éléments disponibles ne décrivent pas un événement unique, mais plutôt une transformation progressive. Un cadre religieux, qui devient plus strict. Une communauté, qui devient plus fermée. Une autorité, qui devient plus centralisée. Mariam, en tant qu'abbesse, occupe une position dominante dans ce système. Elle encadre la vie quotidienne. Elle fixe les règles. Elle supervise les entrées et les sorties. Les témoignages recueillis après l'intervention des autorités évoquent un fonctionnement fondé sur plusieurs principes. D'abord, l'isolement. Les personnes qui rejoignent le monastère voient leur contact avec l'extérieur se réduire. Les visites sont limitées. Les communications contrôlées. Ce type de pratique n'est pas totalement étranger à certaines formes de vie monastique. Mais dans ce cas précis, plusieurs témoignages indiquent qu'il pouvait être utilisé de manière plus contraignante. Ensuite, les exigences religieuses.
Les pratiques ascétiques sont présentes. Jeûne, prière prolongée, silence. Là encore, ces éléments existent dans certaines traditions. Mais des témoignages évoquent des formes plus extrêmes. Des privations prolongées. Des conditions de vie dégradées. Ces éléments sont rapportés. Ils ne peuvent pas toujours être quantifiés précisément, mais ils apparaissent de manière récurrente dans les récits recueillis après le raid. Un autre aspect concerne les biens matériels. Plusieurs personnes ayant rejoint le monastère ont transféré leurs propriétés ou leurs économies à la communauté. Ces transferts existent. Ils sont documentés par des actes retrouvés lors de l'enquête. La question de leur caractère volontaire ou contraint est au cœur du dossier judiciaire. Les accusations portent sur des pressions exercées sur certaines femmes pour qu'elles cèdent leurs biens. Ces accusations sont examinées lors du procès. Enfin, les témoignages évoquent des violences, des mauvais traitements, des punitions. Le niveau exact de ces violences varie selon les sources. Mais leur existence est mentionnée à plusieurs reprises dans les éléments de l'enquête. Ce point marque une évolution. Le monastère ne fonctionne plus uniquement comme un lieu de retraite. Il devient un espace où l'autorité peut s'exercer de manière coercitive. Et où certaines pratiques s'éloignent du cadre religieux initial. Cette transformation ne repose pas sur un seul élément, mais sur l'accumulation, isolement, pression, privation, contrôle. Un système qui se met en place progressivement et qui, une fois installé, devient difficile à contester de l'intérieur. Au fil des années, le monastère accumule des ressources. Les éléments saisis lors de l'enquête montrent l'existence de nombreux actes de propriété et de documents juridiques liés à des transferts de biens. Ces documents concernent des maisons, des terrains, et d'autres formes de patrimoine. Ils sont retrouvés en nombre. Les sources évoquent plusieurs centaines de propriétés associées, directement ou indirectement, à la structure dirigée par Mariam. Le chiffre exact varie selon les estimations. Mais l'ampleur est incontestable. Ces biens proviennent en grande partie des personnes ayant rejoint le monastère. Dans certaines traditions religieuses, il est courant de céder ses possessions en entrant dans la vie monastique. Ce principe existe. Mais dans ce cas précis, la question centrale est celle des conditions dans lesquelles ces transferts ont été effectués. Des témoignages recueillis après le raid évoquent des pressions. Des situations dans lesquelles certaines femmes auraient été incitées à céder leurs biens dans un contexte de dépendance ou de contrainte. Ces éléments sont examinés lors du procès. Les autorités analysent également des documents, des testaments, des actes de donation. Certains présentent des irrégularités. Leur validité est contestée. Ce point constitue un axe majeur des poursuites. Parce qu'il permet de relier le fonctionnement du monastère à une dimension matérielle. Ce n'est plus uniquement une question de pratique religieuse. C'est aussi une question de patrimoine. Au moment de l'intervention des autorités, ces biens sont recensés. Une partie est saisie et fait l'objet de procédures de redistribution. Mais ces démarches interviennent après les faits. Elles ne permettent pas de reconstituer précisément l'ensemble des transferts, ni d'établir, dans chaque cas, les conditions exactes dans lesquelles ils ont été réalisés. Ce chapitre ne décrit pas un enrichissement ponctuel. Il montre une accumulation progressive, structurée, et liée à une position d'autorité exercée sur des personnes en situation de vulnérabilité. Parmi les personnes accueillies au monastère, certaines sont des enfants. Les éléments de l'enquête indiquent que des mineurs ont été confiés à la communauté, souvent par leur famille. Dans plusieurs cas, il s'agit d'enfants malades. À cette époque, certaines pathologies, comme la tuberculose, restent difficiles à traiter, en particulier pour les familles disposant de peu de moyens. Dans ce contexte, des lieux religieux peuvent apparaître comme une alternative. Un espace de prière. Un espoir. Le monastère dirigé par Mariam accueille ses enfants. Mais les conditions dans lesquelles ils vivent font l'objet de critiques après l'intervention des autorités. Les témoignages évoquent des pratiques ascétiques strictes, des privations, un accès limité aux soins médicaux. Ce point est central. Les éléments recueillis indiquent qu'aucun dispositif médical structuré n'était en place à l'intérieur du monastère.
Les soins reposaient principalement sur la prière et sur des pratiques religieuses. Dans le cas d'enfants atteints de maladies graves, cette absence de prise en charge médicale a des conséquences. Des décès sont rapportés. Le nombre exact reste difficile à établir avec précision. Les sources évoquent plusieurs dizaines de cas. Mais ces chiffres varient selon les documents et les témoignages. Ce qui est certain, en revanche, c'est que des enfants sont morts au sein de cette communauté. Et que ces décès sont liés, au moins en partie, à des conditions de vie et de prise en charge insuffisantes. Lors de l'intervention des autorités, plusieurs enfants encore en vie sont pris en charge. Ils sont retirés du monastère et confiés à des structures extérieures. Ce moment marque une rupture, parce qu'il rend visible une réalité jusque-là confinée à l'intérieur du lieu. Des enfants confiés à une institution, des conditions de vie strictes, une absence de soins adaptés, et des conséquences. Le monastère ne se situe pas au cœur d'une ville. Il est installé en retrait, dans une zone relativement isolée, mais pas totalement coupée du monde. Autour, il y a des habitations, des routes, des habitants. Avec le temps, des observations apparaissent. Des allées et venues. Des absences prolongées. Des proches qui n'ont plus de nouvelles. Certains témoignages évoquent également des bruits. Des cris. Des appels. Perçus, parfois, à distance. Ces éléments sont rapportés après les faits. Ils apparaissent dans des récits de voisins ou d'habitants de la région. Mais il est important de les replacer dans leur cadre. Ils ne constituent pas, à eux seuls, des preuves directes. Ils relèvent de perceptions, de souvenirs, et ces souvenirs peuvent être influencés par ce que l'on apprend ensuite. C'est un point essentiel, parce qu'il distingue deux niveaux. Ce qui est constaté après coup, et ce qui est établi au moment des faits. À l'époque, ces signaux ne déclenchent pas d'intervention immédiate. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Le respect de l'institution religieuse. La difficulté à interpréter ce qui est perçu. L'absence de plainte formelle dans certains cas. Dans ce contexte, les éléments restent diffus. Ils circulent. Ils sont évoqués. Mais ils ne sont pas formalisés. En parallèle, certaines familles commencent à s'inquiéter. Des femmes qui ne reviennent pas. Des contacts interrompus. Des biens transférés. Ces situations donnent lieu à des démarches. Des signalements. Des interrogations adressées aux autorités. C'est cette accumulation de perceptions, de doutes, de démarches qui va progressivement créer un point de bascule. Mais à ce stade, rien n'est encore établi de manière formelle. Seulement des signes. Des éléments dispersés. Qui, pris isolément, restent insuffisants. Et qui ne prennent sens, que plus tard. L'intervention des autorités ne commence pas comme une opération visant à démanteler une organisation criminelle. Elle est déclenchée dans un autre cadre. Les documents disponibles indiquent qu'une enquête administrative est ouverte, notamment en lien avec des irrégularités commerciales et financières. C'est dans ce contexte qu'un mandat est délivré. Les forces de l'ordre se rendent au monastère. L'intervention a lieu tôt dans la journée. Les agents entrent dans les lieux et commencent leur vérification. Ce qu'ils découvrent ne correspond pas à l'objet initial de leur présence. À l'intérieur, ils constatent des conditions de vie difficiles, des personnes affaiblies, des espaces fermés, une organisation interne stricte. Ils saisissent également un grand nombre de documents, des actes de propriété, des testaments, des éléments financiers. Ces documents montrent l'ampleur des transferts de biens liés au monastère. En parallèle, des personnes présentes sur place sont prises en charge. Parmi elles, des femmes et des enfants. Certaines nécessitent une assistance immédiate. Ces éléments sont consignés. Ils constituent la base de l'enquête qui suit. À ce stade, les autorités ne disposent pas encore d'une vision complète de la situation. Mais elles identifient des faits suffisamment graves pour engager des poursuites. Mariam Soulakiotis est interpellée, ainsi que d'autres membres de la communauté. L'affaire change de nature. Elle quitte le cadre administratif. Elle entre dans le cadre pénal. Ce moment marque une rupture, parce qu'il met fin à un fonctionnement fermé, et qu'il rend visible des éléments qui, jusque-là, restaient confinés à l'intérieur du monastère.
Après l'intervention des autorités et l'ouverture de l'enquête, l'affaire prend une dimension publique. La presse s'en empare. Les faits sont relayés. Les témoignages circulent. Les éléments saisis sont évoqués. Dans ce contexte, un surnom apparaît. La femme Raspoutine. Ce nom est utilisé dans plusieurs articles de l'époque. Il ne provient pas de la procédure judiciaire. Il est médiatique. Il s'inscrit dans une logique de comparaison. Raspoutine, dans l'imaginaire collectif, représente une figure religieuse influente, associée à une forme de pouvoir personnel et de controverse. En utilisant ce parallèle, les médias cherchent à donner un cadre de lecture, à rendre la situation compréhensible. Mais ce type de comparaison a des limites. Il ne décrit pas une réalité précise. Il simplifie. Il rapproche deux figures différentes, dans des contextes distincts. Dans le cas de Mariam Soulakiotis, ce surnom ne constitue pas un élément du dossier. Il ne permet pas de mieux comprendre les faits. Il reflète une perception, une manière de nommer. Au-delà de ce surnom, certains récits vont plus loin. Ils tentent d'expliquer ses motivations, de décrire son état d'esprit, d'interpréter son comportement. Mais les éléments disponibles ne permettent pas d'établir avec certitude ce qu'elle pensait, ce qu'elle croyait, ou ce qu'elle cherchait. Les sources documentent des faits, une position d'autorité, des pratiques contestées, des accusations examinées lors d'un procès. Elles ne permettent pas de reconstruire une psychologie complète. Dans ce type d'affaires, une distinction est nécessaire entre ce qui est établi et ce qui est interprété. Le surnom appartient à la seconde catégorie. Il fait partie du récit, mais pas des faits. Après l'intervention des autorités, une procédure judiciaire est engagée. Mariam Soulakiotis est inculpée, ainsi que plusieurs membres de son entourage. Les chefs d'accusation portent sur différents éléments. Des faits liés au transfert de biens, des irrégularités dans des documents juridiques, et des accusations de mauvais traitement et de négligence. Le dossier repose sur plusieurs types de preuves. Des documents saisis lors de l'intervention, des actes de propriété, des testaments, ainsi que des témoignages. Ces témoignages jouent un rôle central. Ils décrivent le fonctionnement interne du monastère, les conditions de vie, les pratiques imposées aux personnes présentes. Mais comme dans de nombreuses affaires de ce type, ils présentent aussi des variations. Certains sont précis, d'autres plus difficiles à corroborer. Le tribunal examine ces éléments. Il distingue ce qui peut être établi de manière certaine, de ce qui relève d'allégations ou d'estimations. Des chiffres circulent dans les récits. Certains évoquent un nombre important de décès au sein du monastère. Mais ces chiffres ne sont pas tous établis avec le même niveau de certitude. Le jugement ne repose pas sur une estimation globale. Il s'appuie sur des faits retenus juridiquement, sur des responsabilités démontrées. Au terme de la procédure, Mariam Soulakiotis est condamnée à une peine de réclusion à perpétuité. Cette décision s'appuie sur l'ensemble des éléments retenus par le tribunal. Les autres personnes impliquées reçoivent des peines variables. Le procès ne permet pas de reconstituer chaque événement dans le détail. Certaines zones restent incertaines, notamment en ce qui concerne le nombre exact de victimes et les conditions précises de certains décès. Mais il établit un point essentiel. Le fonctionnement du monastère ne relevait pas uniquement d'une pratique religieuse. Il impliquait des faits suffisamment graves pour engager la responsabilité pénale de sa dirigeante. Après la condamnation de Mariam Soulakiotis, le monastère ne disparaît pas complètement. Les activités sont interrompues dans leur forme initiale. Des biens sont saisis. Des procédures sont engagées. Mais la communauté, elle, ne s'efface pas entièrement. Certaines personnes restent. D'autres continuent à se revendiquer de la même tradition religieuse. Avec le temps, de nouveaux membres arrivent. Des générations différentes. Des personnes qui n'ont pas connu directement les événements. Et pourtant, une forme de continuité s'installe. Des pratiques sont maintenues. Un cadre religieux subsiste. Et surtout, une mémoire. Les sources indiquent que certaines personnes liées à cette communauté continuent, des années plus tard, à évoquer Mariam Soulakiotis de manière positive. Dans certains cas,
elle est présentée comme une figure injustement accusée, ou comme une personne ayant souffert de persécution. Ces positions existent. Elles ne sont pas majoritaires dans l'ensemble de la société, mais elles persistent dans certains cercles. Ce phénomène n'est pas unique. Dans plusieurs affaires impliquant des groupes fermés ou des structures fortement hiérarchisées, une partie des membres conserve une adhésion. Même après une condamnation. Même après la révélation des faits. Ce maintien peut s'expliquer de différentes manières. Par la continuité des croyances. Par la remise en question des sources extérieures. Par le lien construit au fil du temps avec la communauté. Dans le cas de Soulakiotis, les éléments disponibles ne permettent pas de quantifier précisément l'ampleur de ce phénomène. Mais ils montrent qu'il existe. Et qu'il s'inscrit dans la durée. Ce chapitre ne décrit pas une adhésion généralisée. Il montre une persistance. Une continuité limitée, mais réelle. Qui prolonge, sous une autre forme, ce qui s'est construit auparavant. Lors de l'intervention menée au monastère, les autorités procèdent à un travail de constat. Elles ne sont pas présentes pour reconstituer une histoire. Elles observent. Elles enregistrent. Elles saisissent. Parmi les éléments relevés, plusieurs catégories apparaissent. D'abord, les documents. Un grand nombre d'actes de propriété est retrouvé sur place. Des testaments. Des actes de donation. Ces documents sont conservés et analysés. Ils constituent une part importante du dossier. Parce qu'ils permettent de retracer les transferts de biens liés au monastère. Ensuite, les conditions de vie. Les rapports évoquent des situations de précarité. Des personnes affaiblies. Des espaces fermés. Des conditions matérielles limitées. Ces constats ne reposent pas sur des interprétations. Ils sont consignés dans les comptes rendus de l'intervention. Ils alimentent les accusations de mauvais traitement et de négligence. Par ailleurs, des personnes présentes dans le monastère sont prises en charge. Certaines nécessitent une assistance immédiate. Elles sont retirées du lieu et confiées à des structures extérieures. Ces éléments marquent une rupture, parce qu'ils transforment des situations isolées en faits observables, et donc en éléments exploitables dans le cadre judiciaire. En revanche, il est important de préciser ce que les autorités ne peuvent pas établir immédiatement. Le nombre exact de décès survenus dans le monastère. Les circonstances précises de chaque cas. Ces éléments nécessitent des enquêtes complémentaires. Et, dans certains cas, ne pourront pas être déterminés avec certitude. Des documents. Des constats. Des situations. Qui, ensemble, permettent de qualifier juridiquement ce qui se passait dans le monastère. Après sa condamnation à la réclusion à perpétuité, Mariam Soulakiotis est incarcérée. Elle entre dans un cadre totalement différent. Un espace contrôlé. Encadré par l'administration pénitentiaire. Les informations disponibles sur cette période restent limitées. Les sources indiquent qu'elle passe une partie de sa détention en prison, avant d'être transférée dans un établissement hospitalier en raison de son état de santé. Elle est alors âgée. Son état se dégrade. Mariam Soulakiotis meurt le 23 novembre 1954. Elle a environ 70 ans. Les éléments rapportés indiquent qu'elle n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle maintient sa position. Jusqu'à la fin. Ce point apparaît dans plusieurs sources. Mais il ne permet pas d'en tirer une interprétation définitive. Il décrit une attitude. Pas une explication. Sa mort met fin à la procédure. Mais elle ne met pas fin aux questions. Parce qu'une grande partie de ce qui s'est déroulé au monastère ne peut pas être entièrement reconstitué. Certains faits sont établis. D'autres restent partiels. Et une partie échappe définitivement à toute reconstruction complète. L'affaire Soulakiotis ne se limite pas à un parcours individuel. Elle met en évidence un ensemble de conditions. Un contexte. Un fonctionnement. Plusieurs éléments se combinent. Un environnement religieux fragmenté. Une structure en marge des institutions reconnues. Un lieu isolé. Et des personnes en situation de vulnérabilité. Dans ce cadre, une autorité peut s'installer. Se renforcer. Et devenir difficile à contester. Les faits examinés lors du procès montrent qu'un système s'est développé. Progressivement. Sans rupture immédiate.
C'est ce point qui est essentiel. Il n'y a pas un moment unique où tout bascule, mais une succession d'étapes. Des règles qui évoluent, des pratiques qui se durcissent, des marges qui se déplacent, jusqu'à atteindre un niveau qui sort du cadre initial. L'affaire pose aussi une question plus large, celle de la frontière entre pratiques religieuses et dérives. Cette frontière n'est pas toujours visible immédiatement. Elle dépend du contexte, des règles internes, des possibilités de contrôle extérieur. Dans le cas de Soulakiotis, cette frontière a été franchie. Mais elle ne l'a pas été en une seule fois. Elle s'est déplacée. Et c'est ce déplacement qui rend la situation difficile à identifier, tant qu'elle est en cours. Aujourd'hui, le monastère associé à cette affaire existe toujours. Il est situé dans la même région, dans le même paysage. Les bâtiments sont là, les murs, les chemins. Le cadre n'a pas disparu. Les informations disponibles indiquent que le lieu continue d'être occupé par une communauté religieuse liée à la même tradition. Les personnes présentes aujourd'hui n'ont pas connu directement les événements des années 1930 à 1950. Elles s'inscrivent dans une continuité, mais dans un autre contexte. Pour autant, la mémoire de Mariam Soulakioti n'a pas totalement disparu. Dans certains cercles, elle est évoquée de manière différente de celle retenue par la justice. Ces positions existent. Elles ne sont pas généralisées, mais elles témoignent d'une pluralité de récits. Ce lieu ne fonctionne plus comme il le faisait à l'époque. Mais il n'est pas totalement détaché de son histoire. Et c'est peut-être ce qui caractérise le plus cette affaire. Un espace réel, toujours présent, associé à des faits établis, mais entouré de récits qui continuent d'évoluer. Ce soir, tu as traversé une histoire réelle, avec ses faits, ses limites, ses zones d'ombre, sans ajout, sans transformation. Ferme les yeux, et garde simplement ceci. Ce qui s'est passé ici ne reposait pas uniquement sur une personne, mais sur un cadre, dans lequel certaines choses ont pu devenir possibles, et rester invisibles, pendant un temps.